Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et Ruth Elkrieff, placée sous protection judiciaire après un tweet de Jean-Luc Mélenchon. Mécontent d'une interview de Manuel Bompard, le fondateur de la France Insoumise, a traité la journaliste de fanatique, qui voudrait selon lui injurier les musulmans, selon Jean-Luc Mélenchon. Et il met donc une cible dans le dos de Madame Elkrieff, qui a déjà beaucoup de menaces. Et c'est ce qu'a dit ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Philippe. Et parlons vrai, est-ce que pour vous ces propos de Jean-Luc Mélenchon sont antisémites? Peut-on tenir de tels propos quand on est un responsable politique de haut niveau? A-t-il à nouveau dépassé la ligne jaune? Est-il devenu incontrôlable? Vous pensez qu'il n'y a rien à dire de ce tweet ou vous pensez qu'il est scandaleux? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et à la question, le tweet de Mélenchon est-il irresponsable? Pour l'instant, vous dites oui à plus de 70%. Et Frédéric Durand est avec nous, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Et mon cher Philippe, forcément, ce tweet pose véritablement question. Alors on comprend très bien depuis plusieurs mois les desseins politiques délétères, de mon point de vue, de Jean-Luc Mélenchon, qui veut s'approprier l'électorat musulman par des prises de parole qui sont outrancières, voire scandaleuses. Mais en l'occurrence, il me semble que d'abord... à l'heure, depuis quelque temps, son intelligence est en train de se déliter et son souci de provocation fait perdre ce que son message pourrait avoir d'acceptable. Après tout, il a le droit de penser ce qu'il veut. Non. À l'heure actuelle, il tombe dans une sorte de délire où la provocation l'emporte. Et second élément, il met en cause, il met en péril la vie d'une journaliste qu'il pourfend d'une manière honteuse. D'ailleurs, je vais rappeler, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui dit « Ruth Elkrieff, manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte. Bravo à Manuel Bompard pour la réplique. Ruth Elkrieff réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. » Virginie Calmels. Écoutez, je trouve ça affligeant. D'abord, soutien total à Ruth Elkrieff, qui est par ailleurs une très bonne journaliste politique. Et vu les événements depuis le 7 octobre, je trouve que c'est totalement... comment dire, je trouve même pas les mots, c'est inconcevable en fait qu'un homme Notre politique... question disait irresponsable. Oui, irresponsable, c'est au-delà. Et ce qui me navre derrière tout ça, alors moi je ne connais pas Jean-Luc Mélenchon personnellement, mais en tout cas ce que j'en ai entendu, c'est que c'est tout sauf quelqu'un d'abruti. Donc ce qui est grave, c'est qu'en fait il accuse Ruth Elkrieff de ses propres turpitudes, de manipulation. Aujourd'hui, moi il me semble qu'il est dans une stratégie de manipulation et notamment de manipulation d'un électorat. Il a fait un calcul simple, c'est que finalement, à la dernière présidentielle, c'était pas passé loin, qu'il aurait pu, avec un pouillème de voix supplémentaires, se retrouver au second tour, qu'au second tour, tout est possible, face au Rassemblement National, et que du coup, il est bien décidé, je crois, à conquérir les voix qui lui ont manqué, et il pense que s'il mobilise l'électorat musulman contre le reste de la France, c'est-à-dire en créant vraiment une partition, eh bien, il parviendra à ses fins. Donc, c'est non seulement irresponsable, en fait, irresponsable pour Ruth Elkrieff, pour la protection et sa vie à elle, mais je pense que malheureusement derrière, il déroule une stratégie, ou alors il a totalement fondu les plombs, excusez-moi de cette expression, faut peut-être pas l'exclure, mais moi je crains qu'il soit sur une vraie stratégie de conquête électorale jusqu'à 2027. Jean-Michel Fauvergue. Oui, sans doute, tout ça, moi, me semble exact, et évidemment, je le partage aussi, mais je pense qu'on a, en ce moment, quelque chose de largement nauséabond à l'extrême gauche de l'extrême gauche, quelque chose qui, voilà, un peu, en tout cas, islamistophile, ça c'est clair, antisémite, sans aucun doute aussi, mais c'est pas la première fois que ça arrive dans notre histoire. Vous savez, Jacques Duclos, avant juin 41, juste avant juin 41, c'est-à-dire avant la dénonciation du pacte germano-soviétique. Le micro. Bien dans le micro. Vous êtes voilà. Oui, juste avant la dénonciation du pacte germano-soviétique.
avait dans un argumentaire adressé à l'occupant pour que le journal L'Humanité puisse reparaître, avait dénoncé le juif Mandel. Mandel, c'était Georges Mandel, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui sera assassiné par la milice en 1944. Fini, c'est ce que je voulais dire, ça s'est fini par un assassinat par la milice dans les fossés de Vincennes en 1944. Donc il avait accroché effectivement lui aussi une cible sur le dos. Et ça, c'est de l'appel au meurtre. C'est des choses qui sont absolument nauséabondes. En plus, il y a une deuxième chose qui me semble importante, c'est que même si on n'est pas d'accord, on doit protéger d'une manière générale les journalistes et la liberté de parole des journalistes dans notre démocratie. Même si certains exagèrent et disent n'importe quoi, eh bien on doit le protéger quand même. Frédéric Durand, qui est avec nous, directeur de la revue L'Inspiration politique. Forcément, on a envie de vous poser une question. Est-ce que c'est un tweet pour intimider les journalistes ? Je dirais que dans un contexte normal, ce serait plutôt une provocation de plus de Jean-Luc Mélenchon, qui nous a habitués à l'outrance, mais dans le contexte actuel, c'est davantage une menace caractérisée, ou au moins une menace par procuration. En plus, remarquez bien, moi, ce que je trouve intéressant, c'est les termes employés. Il dit vous détestez, il parle de détestation, de détester les musulmans. Détester, c'est pas une catégorie politique. Ça fait appel au registre de la passion, mais c'est sans doute pas dans le registre politique. Et donc, il sort volontiers du champ politique pour aller sur le champ de la passion et pour effectivement créer une sorte de clivage permanent et pour tenter de tirer les bénéfices du chaos qui s'ensuivrait. Ça pose une question à toute la gauche. Ça pose une question de toute la gauche parce que une de vos intervenantes disait tout à l'heure, on se demande s'il n'a pas pété les plombs. Virginie Calmels. Est-ce que la gauche doit mettre sous tutelle politique Jean-Luc Mélenchon? Reste que ça pose la question à la gauche. Est-ce que la gauche peut être dans son centre de gravité représentée par quelqu'un capable de tels excès? La réponse a été donnée par l'explosion de la NUPES après la séquence à répétition. Depuis le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, on le qualifie pas volontiers comme tel, le tweet sur la présidente de l'Assemblée nationale qui est allée camper selon Mélenchon en Israël, etc. Donc une suite comme ça de propos absolument odieux censés réveiller le possible auditoire comme ça, mais qui pose la question de l'explosion de la NUPES. Et donc moi je pense que Mélenchon a décidé d'aller au bout. Je pense que Mélenchon est dans une stratégie qui consiste à dire, très personnelle d'ailleurs, très individuelle, qui consiste à dire c'est ma dernière chance, la prochaine présidentielle c'est ma dernière chance, je vais aller au bout de la logique du clivage et du chaos et je verrai ce que je peux en retirer. Par voie de conséquence, je pense qu'il est devenu effectivement... Quitte à mettre la vie de quelqu'un en danger. A priori, ce qu'il fait là, et c'est pour ça que je parlais de menace par procuration, parce que ça va au-delà de l'intimidation. Quand on connaît le contexte actuel et la difficulté du contexte, dire de quelqu'un, regardez, telle personne déteste les musulmans, c'est effectivement, c'est pour ça que je dis on est sur le registre passionnel. Là, c'est carrément autre chose que de la politique. Il aurait pu dire vous stigmatisez, il aurait pu dire, il y a des tas de mots qui rentrent dans la catégorie, dans le cadre politique. Là, on sort du cadre volontairement politique, et c'est là qu'il y a danger. Frédéric Durand, en ce qui me concerne, je ne crois pas une seconde que Jean-Luc Mélenchon soit profondément antisémite. Mais est-ce que, à votre avis, tout de même, les outrances et on peut dire les paroxysmes qu'on connaît depuis quelques semaines de sa part, est-ce que ça va un jour faire exploser véritablement LFI? Il y a des oppositions, il y a des hostilités, mais pour l'instant, il y a encore un bloc. Est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'il va se dissoudre ? Mais je crois que la gauche est en phase de recomposition. D'abord, il y a l'explosion de la NUPES, et derrière, la menace, c'est au moins une explosion partielle de LFI, parce qu'on sait que beaucoup de députés, notamment chez LFI, ne sont absolument pas d'accord et ne peuvent plus cautionner de tels écarts, qui sont plus que des écarts, qui sont des propos où il y a un désaccord profond au sein de LFI. Donc oui, je pense que ça va exploser. Le problème que rencontre la gauche aujourd'hui, c'est que pour l'instant, elle n'est
pas en capacité, au vu du leadership incontestable de Mélenchon, parce que ça aussi, il faut qu'on soit capable de le voir, incontestable de Mélenchon, dans toutes les enquêtes d'opinion, n'est pas capable de construire quelque chose qui soit à la hauteur. Et comme une partie de la gauche ne veut pas se marginaliser, on est dans cet entre-deux, duquel émergera, à mon sens, après les élections européennes, quelque chose de nouveau pour la gauche. C'est devenu quasiment, je pense, impossible autrement. Jean-Michel Fauvergue. Alors Philippe disait qu'il pensait pas que Mélenchon était foncièrement antisémite. En fait, en réalité, vous avez des gens qui sont antisémites effectivement de manière physique, de manière dès le départ. Et puis il y en a d'autres qui le deviennent parce que c'est leur intérêt, quoi, d'être antisémite. En fait, en réalité, dans cette affaire-là. C'est aussi une affaire de corps électoral. C'est les juifs combien de divisions, les musulmans combien de divisions. Quoi. Et quand on fait le total, il n'y a pas de question à se poser quand on va à la recherche des votes communautaires. Ouais. C'est la recherche du... Oui, allez-y Frédéric. Non, je voudrais juste ajouter un mot, parce que je pense qu'il y a vraiment eu un virage pris par Mélenchon il y a 4-5 ans. Mélenchon n'avait pas du tout, vous avez qu'à écouter ses discours il y a 2015, 2014, etc., qui n'étaient pas du tout de cette nature. Et donc là, en fait, il est parti dans un esprit extrêmement communautariste qui ressemble plus à ce qu'est la gauche anglo-saxonne plutôt que la gauche française. C'est-à-dire qu'il a rompu radicalement avec la tradition de la gauche française qui était axée sur une forme de républicanisme qui déniait d'une certaine manière le communautarisme. Et là, au nom du clivage et des blocs électoraux qu'il s'agit de convaincre, lui a décidé et s'est dit que ça marcherait mieux électoralement, effectivement, d'être sur des positions extrêmement clivantes, voire communautaristes, plutôt que sur une position rassembleuse et républicaine. Raison pour laquelle j'en finis là. Je pense qu'il est allé beaucoup trop loin dans le clivage, parce que le clivage peut être une stratégie de premier tour, pour pouvoir rassembler au second tour. Et c'est pour ça que dans le chemin de la normalisation, se sont croisés Le Pen et Mélenchon à mi-chemin, l'un allant vers toujours plus d'outrance et de clivage, l'autre revenant vers plus de notabilité et de crédibilité politique. Leurs chemins se sont croisés parce que elle a compris, Marine Le Pen, que ce qui pouvait faire l'affaire pour un premier tour ne ferait jamais l'affaire pour un second tour. Oui. Virginie Calmels. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Frédéric Durand. Je trouve qu'il y a vraiment, c'est très intéressant de se projeter un peu sur la suite. Et on voit que, alors, l'affaire là, Routel-Krief est encore une outrance supplémentaire, où ça va être intéressant de voir comment un François Ruffin va se positionner, comment Garrido et Corbière, par exemple, et Ruffin, qui étaient tous les trois à la manifestation contre l'antisémitisme, vont pouvoir se positionner après de telles outrances et effectivement un appel quasiment au meurtre pour et très antisémite quand même dans le propos. Donc ça fait beaucoup. C'est-à-dire que il y a des moments où il me semble qu'il y a des choses impardonnables en fait. Et là, on sent que Jean-Luc Mélenchon est en train de franchir la ligne du point de non-retour pour ses propres amis. Et ça va être très intéressant à observer. Est-ce que du coup, il y aura une recomposition de la gauche, une sorte de deuxième NUPES, ou en tout cas de gens un peu plus présentables, mais quand même assez extrémistes, puisqu'on voit bien que Jean-Luc Mélenchon a déjà acté la fin de la NUPES. Oui, et il a dit qu'il voulait faire l'union populaire. Oui, mais mais il sera seul. Mais en revanche, est-ce que la gauche va être capable de se reconstituer autour d'un leader, et toujours le même problématique, quel leader, mais est-ce que ça va être intéressant à observer? Est-ce qu'un François Ruffin va pouvoir se dissocier de Jean-Luc Mélenchon, rassembler les écologistes, voir ce qui reste du PS qui est quand même très très affaibli, peau de chagrin, ou pas. Ça va être très intéressant. Ce qui est sûr, c'est que je trouve qu'il faut pas oublier que ne rien dire, c'est de la compromission, ou c'est même de la complicité. Et là, il me semble que ses amis sont obligés de se dissocier de Jean-Luc Mélenchon, sauf à apparaître pour des complices de propos antisémites, ou pire, de partition de la France. Beaucoup l'ont fait là, avec Jean-Michel Fauvergue, un mot de la fin. Oui, écoutez, c'est très simple. Il faut aussi voir les cibles auxquelles s'attaque Jean-Luc Mélenchon. Yael Braun-Pivet, Routel-Krief. Donc je pense que tout est dit. C'est pas monsieur et madame n'importe qui dans le cadre de l'atmosphère internationale actuelle, quoi. En tout cas, on n'a plus le temps. Frédéric Durand.
Non, d'un mot, parce que... Non, attendez, Frédéric. Vous vouliez poser une question, Philippe ? Non, je voulais demander comment, à votre avis, le problème, et vous l'avez dit, Jean-Michel, c'est que malgré la détestation ou l'hostilité qui naît au sein de LFI, il demeure encore une figure patriarcale. Et ça, c'est ce qui rend difficile le parcours d'un Ruffin, par exemple. Frédéric Durand, le mot de la fin. Le fait est, c'est quoi la différence ? C'est qu'il y a une grande oubliée à gauche aujourd'hui, qui est le monde du travail, qui est la question du partage des richesses. Toutes ces questions économiques sur lesquelles s'est construite la gauche a été complètement oubliée aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon, qui joue un jeu qui n'est plus que celui du racialisme, etc. Donc, c'est sur ça que doit se reconstruire. La raison d'être de la gauche, je dirais, ça a toujours été une bagarre au nom du monde du travail. La gauche est une émanation du monde du travail pour défendre ses intérêts. Ça n'est pas un syndicat bis, mais c'est quand même, elle était quand même là pour aussi essayer de défendre une certaine vision du monde et partage des richesses. Si on oublie ça à gauche, on oublie le fondement même de la gauche. Merci beaucoup, Frédéric Durand, d'avoir été avec nous, directeur de la revue L'Inspiration politique. Merci beaucoup, Virginie Calmels. Merci beaucoup, Philippe